Voilà, bonjour à toutes et à tous. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Grégory. Et donc Grégory va nous parler de la biodiversité et pourquoi la biodiversité c'est important et comment les chevaux peuvent aider à maintenir, même à développer la biodiversité. Donc Grégory, bienvenue. Tu es chargé d'études naturalistes au parc naturel régional de Vallée-de-Chevreuse. Et donc d'abord, c'est quoi un parc naturel régional? Et puis c'est quoi d'être chargé d'études naturalistes? Bonjour. Ah oui, effectivement, je travaille au parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Parc naturel, il y en a 58 en France. Voilà. Donc, c'est Ouais. quoi un parc naturel? C'est un territoire identifié, connu, reconnu pour la qualité de son patrimoine naturel, bâti, historique et par extension culturel. Voilà. Donc, il est identifié pour ces dimensions-là. Mm, Et on va lui attribuer un projet articulé autour d'une charte qui sera validée par les acteurs du territoire qui peuvent être élus, donc des communes, mm, d'accord. parce que c'est constitué de communes, hein, c'est une entité administrative, Mhm. et aussi acteurs non élus. Donc ça veut dire que ça peut être un endroit où il y a des villages, des constructions, c'est pas C'est, forcément une zone. alors la particularité d'un parc naturel régional, c'est qu'il est habité. Il C'est est ça. souvent assez anthropisé. Ceci dit, sur les 58 parcs actuels, il y en a quelques-uns en devenir, il faut le Mhm. souligner. Mm, Tous ne sont pas habités de la même manière. Il y a des parcs qui ont une forte hétérogénéité, qui illustrent bien l'hétérogénéité du territoire français. mm, Et c'est peut-être pour ça qu'on en a autant. Donc des territoires qui comptent, comme par exemple le parc de Lorraine, plus de 180 communes, et à l'inverse, le parc de Camargue, qui n'a que 3 communes. Voilà, mais des très grandes communes. Alors, le parc naturel de la Vallée de Chevreuse, on était le parc pendant un moment le plus petit de France. Voilà, on avait que 21 communes. Et là, on s'est étendu à 55 communes, pour l'un qui reste en l'état actuellement, malgré le renouvellement de la charte. Donc, j'avais dit que la charte, tout à l'heure, c'était le projet qui fédérait, mhm, où étaient écrits les dispositions, les enjeux liés au territoire du parc. Alors, le parc, l'idée, c'est de le maintenir en l'état. Voilà, pour limiter la pression humaine. Comme je dis, c'était des territoires habités. mm, Au contraire de parcs nationaux qui sont globalement pas très habités, quoi. c'est ça. Et là, il y a quand même un enjeu parce que en Vallée-de-Chevreuse, on est à quoi? À 50 km de l'agglomération parisienne? C'est ça. Ouais. Alors, plus près était l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui est au-dessus. Donc, quand on regarde sur une carte, on voit la pression, on voit comme une grosse chape de béton qui pousse sur le parc naturel. Donc, on voit effectivement que les 55 communes que compte le parc naturel sont relativement épargnées par l'urbanisation. C'est ça. Et donc, ça veut dire que on n'a pas le droit de construire, on ne peut pas construire n'importe Si, comment. voilà. Dans la charte, on est partie urbaniste, bien sûr, où sont développées et déroulées un peu les directives à suivre pour éviter justement un étalement urbain complètement anarchique et qui contreviendrait aux règles du paysage. Sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de chevaux et de comment les chevaux, disons, s'approchent des humains, comment ils interagissent avec les humains. Et les chevaux sont des animaux enfin, domestiques, hein. On travaille avec eux, on construit des bâtiments pour eux. C'est quasiment les seuls animaux pour lesquels on construit des bâtiments. Et donc, on n'est pas dans une perspective d'avoir le cheval dans une étendue complètement sauvage, mais il y a justement cette espèce d'interaction entre le cheval, les milieux naturels et les activités humaines. Et je trouvais que c'était sympa de faire ce parallèle avec justement ce qui se passe dans un parc naturel régional, hein, où il y a de l'activité humaine. Alors le cheval illustre bien ce que peut être un parc naturel. Un parc naturel, au début, il est classé parce que on se doute qu'il va avoir une certaine qualité paysagère, comme j'ai dit au début, Ouais, patrimoniale, naturelle, agricole aussi, hein. Quand on prend le parc du Morvan, c'est un formidable bocage, beaucoup moins chez nous. Un parc naturel, donc il est décrit. Alors, on se doute bien qu'il va y avoir des spécificités.
Donc on va le décrire selon ses dimensions voilà, anthropiques, naturelles, agricoles, paysagères. Voilà. Donc nous, le parc, il est caractérisé quand même par sa grande couverture forestière. Voilà. Il y a plus de... Par exemple, on aura au cœur du parc la forêt de Rambouillet, qui fait plus de 16 000 hectares en domanial, avec aussi plusieurs milliers d'hectares en privé. À C'est côté ça. de ça, on a les plateaux agricoles Oui. et on a des rivières, voilà, et qui forment des fonds de vallée. Et des fonds de vallée qui, normalement, sont ouvertes, c'est-à-dire où il n'y a pas ou peu d'arbres. Et c'est là que le cheval peut intervenir, puisque c'est lui, j'anticipe peut-être un peu la question, qui va peut-être nous permettre de garder ces entités paysagères ouvertes. Ouvertes, pas simplement du point de vue paysager, mais du point de vue fonctionnel, puisqu'il y a des espèces qui ont besoin de ces milieux pour vivre. Mhm. Dans un milieu se côtoient des espèces forestières, non forestières, Ouais. des espèces, on va dire, agricoles qui sont devenues agricoles par la force des choses, puisque c'est le paysage qu'on leur a imposé, Oui. puisqu'avant c'était de la steppe. Donc il y a des espèces qui ont besoin de ces couloirs, de ces corridors pour se déplacer, pour aller d'un point A à un point B. Et quand tu dis ouverte, ça veut dire qu'il n'y a pas de forêt? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rideau d'arbres conséquent D'accord. sur une certaine distance. Mhm. Il y a un animal qui s'appelle la chouette chevêche, qui est une petite Mhm. chouette qu'on voit sur l'épaule d'Athéna. C'est la chouette sacrée des Grecs. Ouais, Qu'on a j'en ai encore même vu chez... en liberté. Oui, on en a encore un petit peu dans le parc, malgré le côté très forestier. Mhm. Mais elle arrive encore à trouver des petits endroits. C'est une chouette stépique hein, à l'origine. Donc, assez à peu près... elle a même profité du défrichement opéré par les Romains, les Gaulois, hein, pour monter vers des territoires où elle était complètement exclue, puisqu'il y avait de la forêt. Mhm. Et donc, elle aura besoin pour se déplacer, parce qu'elle évite la forêt quand même. C'est pas son milieu, et il y a surtout sa concurrente qui s'appelle la chouette hulotte, qui peut la prédater. La C'est pour chouette ça hulotte, que, c'est celle qu'on entend le soir, là, qui fait une espèce en ce moment, oui, sifflement. voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand on travaille sur l'identité d'un parc, on cherche aussi ce qui caractérise du point de vue de la biodiversité. On va chercher les espèces un peu emblématiques. La chouette chevêche est rare sur le parc, mais elle est quand même emblématique d'un certain fonctionnement de l'écosystème, enfin, de l'agroécosystème, qui, euh, qui est assez, on va dire, qui est assez bouché en vérité. Bouché par les forêts et peut-être moins par les villes, à passer plus facilement dans les villes et villages que bizarrement dans les forêts. Ah, Donc c'est intéressant parce que les croyances hein, un petit peu populaires des personnes qui connaissent pas forcément très bien les milieux naturels, on a tendance à dire, bah, s'il y a de la forêt partout, bah, la nature va pouvoir se développer. Et en fait, ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça, en fait. On entend beaucoup dire, pour que ce soit la nature, bah, il faut qu'il y ait de la forêt partout, il faut que ce soit couvert de forêt. Et donc, ce que tu disais, c'est pas tout à fait ça, en fait. Non. Non, non, la forêt, on a l'habitude de le voir comme le milieu naturel en comparaison au milieu Tout à fait. anthropisé où nous Oui. sommes partout présents, bien que nous soyons partout présents en forêt en vérité. Mais on le voit partout dans le monde, hein. Il y a des pays où la forêt est plus ou moins dominante, d'autres pays comme on va dire l'Asie centrale où c'est la steppe qui sera dominante. Et dans ces paysages, quand ils sont assez anciens, on aura une faune qui aura su évoluer et s'adapter. En France, c'est différent. On a façonné le paysage depuis très longtemps. Mhm. Il y a une partie de la faune qui a disparu. Les fameux aurochs et rhinocéros ou laineux, les aurochs qu'on voit sur les peintures pariétales ont disparu hein, par la force des choses. Déjà aussi parce qu'il y a eu un changement climatique, mais Oui. c'est aussi parce que l'homme a façonné le paysage assez rapidement. Même les loups, Oui, j'imagine qu'il devait y avoir des loups avant dans tout l'espace de la région parisienne. bien Aujourd'hui, sûr, c'est bien rare d'en sûr. rencontrer tout de même. Alors, je disais que l'homme façonne le paysage, mais avant l'homme, c'est l'animal qui façonne le paysage. Mhm. Il y a des pays comme la Pologne qui ont encore des grandes forêts, on va dire, je ne vais pas dire primaires, parce qu'il y a quand même eu il y a quand même eu des opérations hein, de coupe, etc. Mais il y a encore une grande faune comme les bisons qui vont réussir à maintenir des milieux ouverts dans la forêt. Alors, les milieux s'ouvrent aussi par les tempêtes, par le feu, mais c'est ces animaux-là, c'est ces grands animaux, ces grands herbivores que nous, on n'a plus, quasi, à part le cerf, hein,
qui n'est Mhm. pas à l'origine un animal forestier, mais on n'a plus ces grands animaux qui vont maintenir des hectares et des hectares de milieux ouverts, qui vont, dans la forêt, créer des patchs et qui vont donner à la forêt une dimension hétérogène qui va permettre la cohabitation de plusieurs espèces sauvages, justement. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a un cycle naturel Oui, euh, quand les forêts sont laissées tranquilles, hein, ouais, et pendant suffisamment de temps, j'imagine. Et dans ce cycle naturel, il y a des espaces ouverts qui se créent, il y a des clairières, il y a des tout à chemins, fait. c'est Oui, ça. Et ça, en fait, c'est nécessaire, si je comprends bien. c'est nécessaire, c'est l'ordre des choses, mais c'est Hmm. nécessaire pour faire cohabiter plusieurs espèces. D'accord. Dans une forêt, on a des espèces de milieux ouverts. Voilà, il y a des papillons qui vont pas qui vont se trouver dans la forêt, des papillons qui vont se trouver en lisière de forêt, et des Hmm. papillons qui vont se trouver dans les milieux herbeux. C'est super d'avoir ta vision de spécialiste parce que c'est vrai que quand on n'est pas professionnel de ce domaine-là, bah, on a tendance à dire du moment que c'est vert, du moment qu'il y a des arbres, tout va bien. Pas Mais forcément. pas forcément, c'est ça. Un autre exemple, c'est le désert. On a des zones qui ressemblent un petit peu à des déserts, parce qu'il y a des zones, il y a des sables ici, les sables de Fontainebleau, hein, qui viennent jusqu'ici, où il y aura quasi pas d'herbe et quasi pas, enfin pas d'arbres déjà, c'est quasi pas d'herbe, quelques bruyères et quelques graminées. Et là, on aura un milieu très intéressant pour certaines espèces d'insectes. Je pense par exemple à certains criquets, comme le dipode à aile bleue. C'est un criquet xérique qui aime les milieux chauds et secs. Donc lui, Ok. on ne le trouvera pas en milieu humide ni en milieu forestier dense. Et c'est une espèce qui est quand même classée SNIEF, hein, en Île-de-France. C'est quoi, SNIEF? Alors, zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. Ok. Voilà. C'est-à-dire que il est, d'un point de vue patrimonial, intéressant parce que il est soit rare, soit très présent en Île-de-France. Par exemple, en Île-de-France, qui fait qu'on a une grande responsabilité dans le maintien d'une espèce. Effectivement, c'est pas parce qu'on a de la forêt qu'un milieu se porte bien. Là. Un écosystème complet, c'est des arbres et des zones, on va dire, entre guillemets, plus désertiques. Hmm. Pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, il y a des espèces qui ont besoin de ces milieux pour se déplacer ou pour vivre. Donc ici, en forêt, on va dire en parc naturel de la vallée Chevreuse, on a des zones, entre guillemets, plus désertiques qui sont dues à la présence de sable. C'est des zones assez raréfiées maintenant, puisque il y a quand même malgré tout un fort degré d'anthropisation et beaucoup de zones agricoles et beaucoup de forêts. On va avoir des petites zones interstitielles qu'on va appeler des pelouses, hein, des pelouses sur sable, des pelouses xériques, où là on va avoir une biodiversité très particulière. Donc, effectivement, quand on ne connaît pas le fonctionnement des écosystèmes, on va voir ces pelouses, on va dire qu'est-ce que c'est que ces pelouses qui ressemblent à rien, avec quelques plantes par-ci par-là, qui ont l'air grillées, et ben on se rend compte que c'est des zones où on va avoir plusieurs espèces d'abeilles ou de guêpes solitaires, alors beaucoup d'espèces de criquets, des araignées, des oiseaux qui vont venir se nourrir sur cette zone, on va dire assez accessible. Et tout ça, ça participe d'une hétérogénéité qui est, une fois de plus, très importante pour permettre la cohabitation de plusieurs espèces sur un territoire donné, donc de la biodiversité. Ça voudrait dire se débarrasser d'une bonne partie de la faune qu'on voit pas. Et donc justement, les personnes comme toi au parc, comment ça se passe? Il y a du comptage? Comment est-ce qu'on sait finalement qu'il y a des espèces qui sont en danger? Et aussi, quelles espèces c'est important de protéger? On va partir du milieu, on va regarder comment est constitué le parc. On va regarder la représentativité des milieux. Donc j'ai dit tout à l'heure que la forêt était quand même globalement dominante. Après, tu as les plateaux agricoles. Les plateaux agricoles, on sait instantanément que ça va pas être des zones où la biodiversité va être très forte, puisqu'on a quand même ici en agriculture plutôt intensive. Et après, on va retrouver ces milieux un peu résiduels, interstitiels, que sont les prairies, les fonds de vallée, les pelouses sableuses, les landes. Et comme elles sont numériquement plus faibles, instinctivement, on va se douter que la biodiversité qui va l'habiter sera statistiquement plus faible, puisque c'est les milieux moins représentés. Nous, on va essayer de faire un petit zoom sur ces zones-là, qui sont peu représentées. On va Mhm. les inventorier, on va regarder ce qu'il y a,
ce qui reste. mm, On va essayer de faire un diagnostic. Et selon ce qu'on trouvera, on va essayer de mettre au point des stratégies de gestion pour essayer soit d'en garder la spécificité, soit pour carrément améliorer le milieu et de réinviter la faune qui n'existe plus puisque le milieu a trop changé. Donc je parlais des pelouses xériques, si, s'il n'y a pas de lapins, s'il n'y a pas de chevreuils qui viennent brouter, ça finit par se piqueter de genêts, puis de bouleaux, puis de chênes, etc. Et ensuite on aura une forêt. Donc là on va perdre ses spécificités. mm. Et donc le milieu se referme, en fait. Et voilà, va falloir le réouvrir mécaniquement. Ou D'accord. naturellement avec des moutons, Mm. ça commence à se faire, mais c'est compliqué à mettre en place puisqu'il faut enclore le milieu. Ah, c'est super intéressant parce il y a cette croyance peut-être que la nature, bah, il faut la laisser se débrouiller, il faut ne rien faire, ne surtout pas intervenir, ne pas couper les arbres, etc. Et donc ce que tu dis, c'est il y a quand même une nécessité d'intervention, mais à bon escient finalement, en sachant ce qu'on fait. Bah, il y a nécessité d'intervention parce que nous, on a modifié tout le système. Effectivement, il faut ne rien faire sur un écosystème tant qu'il est équilibré et que l'homme n'intervient Mm. pas de trop et que toutes les cases écologiques sont à peu près remplies et interfonctionnent. Sauf que nous, on est quand même dans un territoire très anthropisé, même si on n'est pas complètement à côté de Paris, mais il y a des villages partout, il y a des Mm. routes partout, l'homme est partout. Donc, ça a un impact. Aussi un impact sur l'aménagement du milieu. Comme je disais, la faune arrive à peu près à s'adapter, Mm. mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin et il faut éviter d'avoir un impact trop fort, d'être trop présent. Et à contrario, on voit que les milieux qui sont un peu interstitiels, qui sont abandonnés, sont des milieux qui vont se refermer et qui vont perdre leur valeur écologique. Donc là, effectivement, on va intervenir. On va être obligé puisque le milieu était déséquilibré dès le départ. Bah, on est obligé de rétablir l'équilibre finalement Voilà. qui avait été perturbé, mais peut-être Alors, pas. Voilà. alors c'est un mot Apparemment, on peut intéressant, pas faire l'équilibre. n'importe quoi, en tout cas. Ah, oui, mais l'équilibre, c'est un mot intéressant. Est-ce qu'on Mhm. rétablit l'équilibre? Mhm. J'en sais rien. OK. On essaye de faire une forme de cuisine où on va chercher à peu près tous les ingrédients et à faire- comment, à les associer Ouais. de façon à ce que les différentes spécificités du territoire du parc soient à peu près représentées. Si je comprends bien, c'est pas tant l'équilibre en tant que tel, mais que plutôt d'intervenir en sachant qu'est-ce qui va se passer, comment ça impacte les différents milieux. Comment est-ce que vous réfléchissez au niveau des espèces? Est-ce on préserve systématiquement les espèces les plus rares? Comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus, Alors déjà, on sur va ces commencer milieux? par préserver ce que je disais, les milieux, lui donner une gestion la plus naturelle possible. En tout cas, c'est en devenir. Voilà, pour garder un milieu à peu près sain et avec plusieurs cases écologiques pour que plusieurs espèces puissent cohabiter. Ok, Donc, il y a des zones où il y aura beaucoup d'arbres, des zones où il y aura un peu moins d'arbres. Il y a des lisières où là, où tu vas avoir des espèces plus. Effectivement, on va essayer d'avoir une idée déjà de la représentativité des espèces, celles qui sont les ouais. plus représentées, celles qui sont les plus rares. On a tendance à penser que dans l'immédiateté, on va penser à soutenir les espèces les plus rares. Oui, Hmm. effectivement, on va essayer de les identifier, de savoir où elles sont, pourquoi elles sont rares, et quand on a bien identifié les zones où elles sont, on va essayer de mettre en place des mesures de gestion pour les conserver. D'accord. Mais avant ça, j'avais parlé des espèces plus communes, qui sont aussi très importantes à garder. Ouais. Et ces espèces les plus communes, on va les trouver dans à peu près tous les milieux. Dans la forêt, principalement. Donc la forêt, donc on parle de protéger les espèces, mais pour protéger les espèces, Hmm. bah, tu auras compris qu'il faut protéger les milieux. Donc Tout à fait. la forêt, il faut C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais l'espèce, elle est dépendante de son milieu, en fait. complètement. Ouais, c'est ça.
Protéger l'espèce forestière, c'est protéger la forêt, c'est essayer de lui donner une gestion la plus naturelle possible. C'est pas évident parce qu'on a des forêts de production en France. Ah oui, Mais quand même, on prend l'exemple de la forêt de Rambouillet, il y a quand même il y a un programme assez complet, tout à fait pensé autour des ressources naturelles de la forêt de Rambouillet. Et à travers notamment les réserves biologiques. On va trouver des réserves biologiques, deux types de réserves en forêt de Rambouillet, les réserves biologiques dirigées, où on ouais. va faire des mesures de gestion pour garder par exemple une plante, et les Mhm. réserves biologiques intégrales, où on fera aucune gestion et on regarde ce qui se passe. Donc, C'est les fameux Natura 2000 ou non, Natura 2000, c'est autre chose. Ah ok. Voilà. Les réserves font partie intégrante de Natura 2000 en forêt de Rambouillet. Natura 2000, Ok. on va prendre une entité homogène, la forêt, Mhm. dans sa globalité et pour sa fonctionnalité. Voilà. Donc Natura 2000, on aura la zone protection spéciale qui sera dédiée aux oiseaux et la Ok. zone spéciale de conservation qui va viser plutôt les habitats. Voilà. Et à l'intérieur de ce Natura 2000, on va trouver ces réserves. Voilà. Et on va trouver les zones gérées pour la production de bois. Mais dans ces zones de production, il y a de la faune. Bien sûr. Voilà. On va trouver des oiseaux, on va trouver des insectes, on va trouver des amphibiens. Donc l'idée, c'est quand même de pas exploiter la forêt de façon trop intensive pour pouvoir maintenir ces espèces, on va dire, communes. Mais dans une forêt surexploitée, les espèces communes deviennent des espèces rares. Si par exemple on passe d'une chênaie charnais en futaie irrégulière à une pinède, comme on peut le voir, des pins laricio en monoculture, et ben là on va passer de plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux à 4 espèces. Ouais. Mais il y aura toujours des arbres. Ouais, on voit pas forcément, hein, quand on est de l'extérieur, quand on n'est pas spécialiste, les impacts, hein, que ça peut avoir simplement le choix d'une espèce d'arbre ou de. Tout à fait. Et, et là, on avait parlé de zones humides également, et donc je crois qu'il y a un projet au parc naturel avec des mares de restaurer les mares et les zones humides en général. Et pourquoi c'est important de restaurer ça en fait? Pas parce que l'eau, c'est la vie, déjà. Et ça paraît idiot de dire ça, mais c'est pas si clair. C'est pas si clair quand on regarde les politiques qui sont menées sur les zones humides, hein. On peut le dire déjà qu'en France, il y a à peu près 80% des zones humides qu'on sautait. Ça a commencé. Napoléon III a bien œuvré hein, pour assécher à peu près. Qui ont disparu. Ah oui, Ah oui. oui, parce qu'on pensait que des zones humides venaient la maladie, le miasme. C'est pas faux puisqu'il y avait la malaria à l'époque. Le Mais bon, paludisme, oui, oui, le c'est ce qu'on paludisme, pense. voilà. Mais c'est aussi là que c'est pur les eaux. Puisqu'il y a des bactéries qui vont transformer, par exemple, l'azote moléculaire en azote atmosphérique. Donc les zones humides sont assez bien caractérisées, sont assez bien présentes dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse, puisque j'ai parlé tout à l'heure des fonds de vallée, on a quand même un réseau hydrographique qui est très dense. Et autour des rivières, on va avoir dans les zones, on va dire naturelles d'expansion, on va avoir des zones humides où les eaux peuvent monter librement. Et donc là, on va avoir des sols qui seront différents, donc une végétation différente, donc une biodiversité, une biocénose différente. Et nous, on va quand même au parc naturel quand même axer nos politiques de conservation sur ces milieux qui sont quand même sous-représentés. Donc on va quand même chercher à soutenir la rareté. Et à rétablir des milieux, comme tu disais, qui permettent la vie, hein. Bah, comme les mares en fait sont des milieux plutôt artificiels. D'accord. Avant que l'humain n'investisse à peu près tous les milieux, il y avait des zones humides, il y avait des fleuves, des rivières, avec Mhm. comme j'ai dit tout à l'heure, des zones naturelles d'expansion où l'eau était plus ou moins présente. Mais la mare n'existait pas en tant que telle. Après, une petite mare peut exister parce qu'il y a des sangliers qui vont la créer. C'est ce qu'on appelle une souille. Une souille qui a plusieurs années, peut ressembler à une mare. Sauf que les mares qu'on voit, les mares de village, etc., sont des mares qui ont été créées artificiellement. Mais dans ces mares se sont réfugiées des espèces finalement qui n'avaient plus les grandes zones humides d'un seul tenant, les zones humides Mhm. homogènes. Mhm. Donc on peut dire que c'est des milieux un peu relictuels, les mares quand même.
Et c'est ça. sur un siècle, hein, sur le territoire du parc, on peut dire que peut-être, pareil, 80-90% des mares ont disparu. Ah oui, oui, Alors le travail du parc, c'est aussi d'en refaire, c'est ça, de les recréer. Il y avait un d'en projet hyper. recréer, d'en restaurer, parce qu'il y a des mares qui sont Bien sûr. encore à peu près résiduelles, où il va rester un peu d'eau. Bah, celles-ci, on va essayer de les restaurer. Quand on n'y arrive pas, parce que c'est aussi une grosse perturbation de restaurer une mare, eh ben, on va recréer, quand c'est possible, une mare à proximité. Pour passer au niveau des chevaux ou en tout cas des grands herbivores qui pâturent là-dedans, pourquoi c'est important, comment les chevaux ils peuvent interagir et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer ça ou peut-être le généraliser, je ne sais pas. En tout cas, changer les mentalités. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des grands herbivores dans ce genre de milieu? Alors oui, le cheval est très présent en vallée de Chevreuse. Euh, on voit beaucoup de prairies avec beaucoup de chevaux dedans. Souvent dans ces prairies, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose puisque c'est de l'activité économique, c'est des haras, des centres équestres qui vont avoir besoin, qui vont avoir peu de terre et qui vont avoir beaucoup de chevaux pour faire fonctionner leur centre équestre. C'est ça. Là, c'est le modèle Euh, économique qui est comme ça. Malheureusement, on voilà. essaie de mettre le maximum de chevaux sur tous les terrains disponibles, hein, pour Donc là, augmenter la rentabilité, hein. C'est donc clair. effectivement, mettre beaucoup de chevaux sur une prairie, eh ben, ça va anéantir la prairie. En revanche, mettre peu de chevaux sur une prairie, c'est ce qui va la maintenir. Puisque, comme je disais au tout début, les zones ouvertes, euh, originellement, sont maintenues par les grands herbivores. Les grands herbivores, on parlait de l'auroch, du bison, de Mhm. l'élan, et des chevaux aussi. Parce qu'il y avait le cheval, dans les zones plutôt orientales, le cheval de Przewalski, Ah mais il oui. y avait un autre cheval qui est un peu plus grand que le cheval de Przewalski, qui s'appelait le tarpan. Ah oui. Le cheval Ah, qu'on voit sur les parois, la grotte de Lascaux, par exemple. ah oui, tout Donc à ça, c'est un fait. cheval qui était présent naturellement dans les écosystèmes européens et qui était des brouteurs et qui se déplaçaient en grand nombre et qui pouvaient maintenir ces écosystèmes ouverts. Ah oui, incroyable. Donc les bisons, comme on les retrouve dans euh, les traditions des Amérindiens d'Amérique du Nord, hein, les peuples indigènes, où tout un équilibre circulaire autour du bison. Mais donc Mhm. aussi les races de chevaux euh, primitives ou primaires, rustiques, comme le Przewalski, ou donc Mhm. le fameux tarpan. Je crois qu'il y a encore des tarpans en Pologne, il me semble, ou en tout cas à Ah, il certains était endroits. reconstitué. Ah, ils ont été reconstitués, c'est ça. Ah oui. Comme on a su reconstituer un ersatz d'auroch, en tout cas C'est ça. physiquement, il s'en rapproche, mais il est beaucoup plus petit Mhm. en croisant plusieurs vaches domestiques, puisque Mhm. l'auroch, c'est l'ancêtre de toutes les vaches. Donc on arrive par un jeu de sélection génétique et phénotypique Ouais. avec certains croisements, certaines combinaisons, à retrouver la bête à peu près originelle. Voilà. Et donc on a recréé le konik polski en Pologne, Ouais. avec des caractéristiques très proches du cheval originel, en croisant des espèces rustiques de chevaux, qui physiquement s'en rapprochaient. Ah oui, c'est passionnant. Et j'avais discuté il y a à peu près 2 ans avec un des responsables d'une association pour la promotion du cheval tarpan. Euh, mais j'avais pas vraiment réalisé l'importance finalement que ça peut jouer dans les écosystèmes, dans les équilibres naturels, hein. Donc oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on l'a bien compris. Après, on n'est pas les seuls à l'avoir compris. On fait que mimer la nature et ce qui a été expérimenté sur d'autres zones en gestion. Voilà. Donc nous, sur les zones humides du parc, Mhm. sur les prairies humides, on va mettre des chevaux, bien sûr, en petit nombre, moins d'un à l'hectare en général, moins d'un animal à l'hectare, ou des vaches. Il y a des zones des fois trop humides où les chevaux sont pas forcément adaptés et où certaines races de vaches rustiques comme l'épinoire bretonne, sont tout à fait adaptées au milieu
au gros taux d'hygrométrie du sol et à la faible portance du sol. Donc on va essayer déjà de comprendre comment fonctionne le milieu et adapter ensuite le mode de pâturage. Mais c'est vrai que le cheval, quand il est bien utilisé, peut être très bénéfique pour les milieux semi-naturels. Alors je dis milieu semi-naturel parce que le milieu naturel n'existe plus vraiment. Mais on arrive quand même à récupérer un fonctionnement à peu près naturel sur une zone qui a été exploitée. Ça prend plusieurs années. Ça prend plusieurs années, mais Ouais. en même temps, on a un travail finalement qui se fait simplement par la présence des grands herbivores sur D'action mécanique, l'action mécanique. D'accord. tout à fait. Et donc, c'est l'action de brouter ou où il y a d'autres Oui. choses avec les crottins, avec, on sait si c'est multifactoriel ou si c'est C'est simplement. multifactoriel, effectivement, sa façon de se déplacer, d'occuper le sol, de brouter, quelles herbes sont refusées, comment est fertilisé le sol avec le crottin. Il faut savoir que plus un sol est fertilisé, moins, en tout cas je veux dire pour les sols secs, moins il y aura d'espèces de plantes. Ah, ça paraît Ouais, ça paraît bizarre, paradoxal, hein. Ça mais paraît pourquoi? contre-intuitif en tout cas, ouais. Voilà, bah, tout simplement parce que les graminées sont les herbes à peu près dominantes dans les prairies et sont, on va dire, dominantes compétitives. C'est-à-dire que quand un sol est trop fertilisé, c'est elles qui vont aller chercher en premier la ressource minérale. Donc les graminées sont les premières, sont les plantes les plus adaptées, les premières qui vont chercher les ressources minérales pour croître, vont croître en premier et empêcheront les espèces à fleurs de croître aussi à leur tour. Ah ouais, c'est Donc, à contrario, fascinant. moins un sol est fertilisé, moins les graminées poussent vite, plus elles laissent une chance aux plantes à fleurs de pousser, Ok, ok. Donc, fertiliser un peu, mettre des grands herbivores, mais pas trop en tout cas, mais pas trop, hein. bah, parce qu'ils Et vont surpâturer parce que déjà, sinon ils vont ils vont surpâturer. surfertiliser, et donc là on va appauvrir le sol et on va appauvrir la biodiversité végétale et donc animale. Tout est lié. Super, c'est passionnant et puis ça ouvre aussi bah, des pistes de réflexion autour des milieux naturels, de leur intégration avec les milieux, disons, anthropisés, comme tu dis, et voilà, et puis également des notions bah, qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas spécialiste sur qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la biodiversité. Donc là, je crois qu'on a un bon aperçu de ton travail, de comment c'est possible de restaurer la biodiversité. Et peut-être pour conclure, comment est-ce que tu verrais les choses dans un monde idéal, hein, si tu avais des budgets illimités, une équipe avec des ressources illimitées, dans 10 ans, dans 15 ans? Dans quelle direction il faudrait aller, à ton avis? Si on n'était pas limité par les ressources, par les équipes. Ah, tu parles d'un monde qui n'existe pas et qui n'existera plus. On peut toujours rêver, mais disons, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la biodiversité augmente, qu'elle se manifeste? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait proposer concrètement? Bah, déjà, avant de l'augmenter, faut maintenir celle qui reste et on sait Mhm. enfin, on sait qu'elle diminue. En tout cas, ce Mhm. qui diminue surtout, c'est les espèces spécialistes de certains milieux. D'accord. Mhm. Les espèces généralistes ont plutôt tendance à augmenter puisque elles arrivent à se satisfaire de la banalisation des milieux. Puisque nous, par notre action, les hommes, on va banaliser le milieu, c'est-à-dire qu'on va rendre les écosystèmes, agroécosystèmes, moins hétérogènes. Mhm. Donc avec des niches écologiques en perte, en perte d'effectifs. Donc les espèces qui sont généralistes, qui arrivent à satisfaire d'à peu près tout, vont tirer leur épingle du jeu. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment bah, déjà les maintenir, celles-ci, mais c'est aussi vraiment faire un effort sur les milieux qui sont les plus rares par des gestions adaptées. Et donc effectivement, la question, enfin, tu as donné
un indice important, c'est les budgets. Il faudrait effectivement qu'ils soient limités, parce que les budgets limités, on va faire ça de façon limitée dans le temps et dans l'espace, et on risque de se retrouver à la fin avec des zones encore plus faibles, encore plus petites, encore plus résiduelles. C'est ce qui risque d'arriver. Mais ce qu'il faut surtout, c'est limiter notre expansion. J'ai du mal à y croire. Comme on limite pas notre expansion, il faut que chacun peut-être prenne sa part de responsabilité, qu'il soit conscient de son impact, puisque là, on peut peut-être dire qu'on occupe la nature, entre guillemets, de façon illégale. Voilà. Quand Il on y a achète des personnes un, qui le quand on disent, achète, oui, effectivement, quand oui. on achète un terrain, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. En tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on met une maison dessus. En général, quand on rase la pelouse, parce que ça nous fait peur. La nature, on peut le dire, nous fait peur, puisqu'on la connaît mal. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc on va raser ce qui est présent, donc avec la faune associée. On va mettre une belle pelouse, on va mettre peut-être un palmier, au mieux une haie de charme, ce qui est pas si mal. Et on va anéantir toute possibilité à la faune de revenir. Donc ce qu'il faut, si on avait un mode de pensée peut-être un peu moins étriqué, c'est de se rapprocher de ce qu'est la nature, c'est de l'accepter, de l'accueillir chez soi, d'arrêter de tondre ou de laisser des places pour la nature. Pas forcément des grandes places, des petites places, mais un grand nombre de petites places, ça ferait, euh, ça ferait peut-être la différence. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on se rende compte de ce qu'on fait, de prendre notre part de responsabilité, d'être un peu plus humble et de changer nos modes de pensée, de fonctionnement et de raccueillir chez soi. Parce qu'on a pardon, on a tendance à penser que la nature, pour reboucler sur ce qu'on disait, est dans la forêt. Non, elle peut être aussi dans un jardin. Il y a des espèces de papillons qu'on va pas trouver en forêt, mais qu'on peut trouver dans un jardin, s'il est bien géré. Merci beaucoup, Grégory. Et donc, je retiens ce mot de la fin. Chacun prend sa part de responsabilité. Chacun à son petit niveau. Une action qu'on peut faire concrètement, chacun, c'est ne pas tondre complètement la pelouse, laisser des espaces naturels. Et puis mieux connaître la nature, en tout cas. Alors, merci hein, pour cette interview. Et puis, j'espère qu'elle va contribuer justement à ce qu'on connaisse mieux les milieux naturels et comment on peut respecter ces milieux et pourquoi pas aussi avec des chevaux en pâturage extensif, hein, donc moins de un chevaux à l'hectare, hein, dans les endroits où c'est possible. Euh, un grand merci à toi. Merci aussi Sylvain pour m'avoir accordé ces instants d'échange. Alors ce que je peux dire aussi, c'est que Parc Naturel, Je t'en prie. c'est un organisme aussi de conseil. Donc les gens qui se sentent concernés par tout ce qu'on a dit Oui. peuvent contacter le PERP, peuvent nous appeler et peuvent nous demander ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, à leur échelle, pour favoriser la biodiversité qui, sans elle, nous ne pourrions pas vivre. Ok, écoute, je peux mettre tes coordonnées en dessous de la vidéo. Oui, Tes coordonnées pourquoi pas? au parc naturel. Hein. Oui, Eh ben écoute, tout à super. fait. Merci pour ça. Et puis moi, ça fait plusieurs années que je te demande conseil et chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable de mieux connaître les milieux naturels et puis de voir comment ils interagissent les uns sur les autres. Et donc, voilà, si vous voulez faire de même, vous avez l'adresse professionnelle de Grégory en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup, Grégory. Merci Sylvain, à bientôt.